Mon mari m'a trompé avec la petite amie de notre fils, ils ont tous deux disparu, puis sont revenus. Maintenant elle est enceinte de son bébé. Je pensais que la trahison était terminée, mais ce qu'il a confessé ensuite a brisé les quelques bribes de confiance qui restaient, déclenchant une chaîne d'événements, qui laisserait toute notre famille en ruine. Maman, le camion de papa a disparu, et Sophia aussi. La voix paniquée de Kyle a rompu le silence du matin alors que je me tenais dans notre chambre vide, fixant le placard à moitié vide d'Adam. Mon mari depuis 22 ans avait disparu du jour au lendemain, et la petite amie de 19 ans de mon fils avait disparu exactement au même moment. La vérité nauséabonde m'a submergé quand j'ai remarqué les valises manquantes et la note sur ma commode qui allait tout changer. Mais 12 heures plus tôt, nous étions la famille parfaite que tout le monde à Willowbrook Estate enviait. Je suis Brittany Thompson, une conseillère d'orientation de lycée de 43 ans qui pensait avoir tout compris. Notre maison coloniale à 2 étages sur Maple Street était le joyau de la couronne de notre quartier. Clôture en bois blanc, pelouse manucurée, et ces parterres de fleurs que je passais chaque samedi matin à perfectionner. L'entreprise de construction d'Adam avait construit près de la moitié des maisons de notre lotissement. Et quand les gens passaient, ils pointaient notre maison et murmuraient « Voilà à quoi ressemble le succès ». Pas plus tard qu'hier soir, je fredonnais en préparant le dîner, complètement inconsciente de la tempête qui se préparait dans ma propre maison. Adam avait appelé vers 17 heures, sa voix joyeuse comme toujours. Je travaille tard ce soir, chérie, grosse réunion client demain. Je dois finir ces plans. Rien d'inhabituel là-dedans. Il avait passé plus d'heures ces derniers temps, élargissant son entreprise à des projets résidentiels haut de gamme. Je lui avais gardé une assiette de son pain de viande et de sa purée de pommes de terre préférée, l'avais couvert de papier d'aluminium et l'avait laissé au réfrigérateur avec un petit mot d'amour. Kyle était à l'étage dans sa chambre, porte fermée, musique douce. Quand j'avais frappé vers 20 heures pour lui offrir des restes de dessert, j'avais entendu des voix étouffées et j'avais supposé qu'il était en appel vidéo avec des amis. « Ça va, maman ?» avait-il appelé. J'étudie. Sa dernière année était exigeante, et j'étais fier de la façon dont il prenait son dernier semestre au sérieux. L'université d'État l'avait déjà accepté en ingénierie, et nous étions tous excités par son brillant avenir. La soirée s'était déroulée exactement comme des milliers d'autres au cours des 2 dernières décennies. J'avais corrigé des papiers à la table de la cuisine, rattrapé le linge, et regardé mon émission de cuisine préférée avant d'aller me coucher vers 22h30. Le côté d'Adam du lit était toujours vide, mais ce n'était pas inhabituel pendant les périodes chargées. Je m'étais endormi au son de la pluie qui tapotait contre les fenêtres de notre chambre, complètement en sécurité dans mon petit monde parfait. Ce que j'ignorais, c'est que mon mari était rentré bien plus tôt que son emploi du temps de travail supposé ne le suggérait. Pendant que je pliais du linge au sous-sol, Adam était entré discrètement par notre garage, avait saisi 2 grandes valises de notre débarras, et avait méticuleusement emballé ses affaires. Il avait pris son passeport, son certificat de naissance, et d'autres documents importants dans le coffre-fort de notre bureau à domicile. Le plus révélateur de tout, il avait vidé l'argent d'urgence que nous gardions caché dans notre chambre. Près de $3000 qui étaient destinés aux vraies urgences. La chronologie que j'ai plus tard reconstituée était dévastatrice. Pendant que je lui gardais le dîner et fredonnais contente, Adam exécutait un plan qui était probablement en préparation depuis des mois. Les voix étouffées de Kyle n'avaient pas été un appel de groupe d'études. C'étaient des disputes animées avec Sophia à propos du timing, de la logistique, et de la bombe qu'ils étaient sur le point de lâcher sur notre famille. Sophia Williams était entrée dans nos vies il y a 6 mois comme un rayon de soleil éclatant. Kyle, mon gentil fils de 18 ans, toujours timide avec les filles, était tombé complètement amoureux de cette magnifique étudiante de première année de 19 ans. Elle était tout ce qu'une mère espère que la première petite amie sérieuse de son fils soit. Intelligente, polie, ambitieuse et sincèrement gentille avec tous ceux qu'elle rencontrait. Je me souviens la première fois que Kyle l'a ramenée à la maison. C'était un après-midi d'octobre frais, et je ramassais des feuilles dans notre cour avant quand ils sont arrivés dans la vieille Honda Civic de Kyle. Sophia est sortie, vêtue d'un pull couleur crème et d'un jean foncé, ses longs cheveux blonds captant le soleil d'automne. Elle était d'une beauté à couper le souffle, mais ce qui m'a le plus frappé, c'est sa confiance. À 19 ans, elle se tenait avec une prestance que beaucoup de femmes 2 fois plus âgées n'atteignent jamais. « Madame Thompson », avait-elle dit, marchant directement vers moi, la main tendue. « Je suis Sophia Williams. Kyle a dit tellement de choses merveilleuses sur vous. » Sa poignée de main était ferme, son sourire sincère,
et ses yeux dénotaient une intelligence qui m'a immédiatement impressionné. Kyle se tenait derrière elle, rayonnant pratiquement de fierté et de nervosité. Ce premier dîner ensemble avait été magique. Sophia avait complimenté ma cuisine, posé des questions réfléchies sur l'enfance de Kyle, et avait même engagé Adam dans des conversations détaillées sur les pratiques de construction durable. J'étudie les sciences de l'environnement, avait-elle expliqué, et je suis fasciné par la façon dont les techniques de construction peuvent aider ou nuire à notre écosystème. Le visage d'Adam s'était illuminé alors qu'il décrivait son dernier projet utilisant des matériaux recyclés et des conceptions éco-énergétiques. Pendant tout le repas, j'avais regardé Kyle rayonner de bonheur chaque fois que Sophia riait à ses blagues ou touchait son bras en faisant un point. Après qu'il soit parti au cinéma, Adam et moi avions fait la vaisselle ensemble, commentant tous deux à quel point la nouvelle petite amie de Kyle semblait mature et impressionnante. Elle va lui faire du bien, avait dit Adam, séchant une assiette avec plus d'enthousiasme que la tâche ne l'exigeait. Les filles intelligentes poussent les garçons à devenir de meilleurs hommes. Au cours des mois suivants, Sophia est devenue une figure de notre foyer. Elle arrivait tôt pour ses rendez-vous avec Kyle et discutait avec moi de ses cours à l'université pendant qu'il finissait de se préparer. Elle m'aidait à mettre la table pour les dîners de famille, insistant toujours pour contribuer quelque chose, du pain fait maison, une salade, ou des fleurs de son jardin de dortoir. Lors des soirées cinéma en famille, elle se nichait à côté de Kyle sur notre canapé d'angle, partageant du popcorn et commentant avec réflexion le film que nous avions choisi. Ce que je n'avais pas remarqué pendant ces soirées familiales douillettes, ce furent les subtils changements qui s'opéraient chez mon mari. Adam, qui était satisfait de son apparence depuis des décennies, développa soudainement un intérêt pour le fitness et la mode. Il s'inscrivit au gymnase local, commença à acheter des eaux de Cologne coûteuses, et échangea ses vêtements confortables du week-end contre des jeans ajustés et des chemises boutonnées élégantes. Quand je complimentais son nouveau look, il m'embrassait la joue et disait « J'essaie juste de suivre ma magnifique femme ». Son téléphone devint un compagnon constant, quelque chose qui aurait dû déclencher des signaux d'alarme pour un homme qui, auparavant, n'utilisait la technologie qu'en cas de nécessité absolue. Pendant les dîners à l'église, même en regardant la télévision ensemble, Adam consultait ses messages avec une urgence qui semblait excessive pour une entreprise de construction. Quand je le taquinais sur le fait d'être collé à son appareil, il expliquait que le marketing des médias sociaux était devenu essentiel pour rester compétitif. Le signal d'alarme le plus évident que j'avais manqué était l'empressement soudain d'Adam à aider Kyle et Sophia avec les transports et autres besoins. La voiture de Sophia développait fréquemment des problèmes mystérieux, des bruits étranges, des voyants d'alerte, des problèmes de maintenance qui nécessitaient commodément l'expertise d'Adam. Il se portait volontaire pour la conduire à l'université, aller la chercher au travail, ou emmener sa voiture chez son mécanicien de confiance. Kyle remerciait son père d'être si serviable, sans jamais remarquer comment le comportement d'Adam changeait lorsque Sophia montait à ses côtés. Leur conversation devenait plus longue et plus intense au fil des mois. Je les trouvais dans notre garage, Sophia écoutant attentivement pendant qu'Adam expliquait les aspects techniques des projets de construction. Ces discussions continuaient dans notre cuisine. Adam appuyé contre le comptoir avec un café. Sophia perchée sur un tabouret, tous deux si absorbés par leur échange qu'ils ne remarquaient presque pas ma présence. À l'époque, j'avais trouvé merveilleux que mon mari encadre la petite amie de Kyle, partageant ses connaissances professionnelles avec quelqu'un qui appréciait son expertise. Les derniers mois avant leur disparition avaient été remplis de petits incidents que ma nature confiante avait expliqués. J'avais trouvé du rouge à lèvres inconnu dans le camion d'Adam, rose corail, une teinte que je n'avais jamais portée. Interrogé, il avait mentionné avec désinvolture avoir donné un passager à notre amie décoratrice d'intérieur Sarah sur un chantier. Les relevés de cartes de crédit montraient des frais de restaurant dans des établissements chics du centre-ville pendant les heures de déjeuner où Adam prétendait travailler. Il avait expliqué cela comme des réunions clients. Une partie de sa stratégie pour décrocher des contrats résidentiels plus haut de gamme. Le plus troublant rétrospectivement étaient les questions de plus en plus personnelles de Sophia sur notre mariage. Elle interrogeait Kyle sur la dynamique de notre relation, puis intégrait ces détails dans les conversations familiales. Kyle dit, « Vous deux, vous ne vous disputez jamais. » C'est tellement inspirant. Ou Kyle a mentionné que M. Thompson travaille parfois tard. Le mariage doit demander une telle patience. Ces observations avaient semblé légèrement envahissantes, mais j'avais attribué cela à ses cours de psychologie et à sa curiosité naturelle pour les relations adultes saines. La nuit avant leur disparition, nous avions organisé notre partie de poker mensuelle de quartier. Adam avait été son charmant moi habituel,
plaisantant avec les autres maris pendant que je servais des biscuits faits maison et du café. Sophia était passée vers 21h pour récupérer un manuel que Kyle avait emprunté, restant juste assez longtemps pour charmer nos invités avec son intelligence et sa chaleur. Madame Patterson m'avait tiré à part dans la cuisine pour s'extasier sur la chance qu'avait Kyle d'avoir une petite amie si mature et belle. Alors que je me tenais maintenant dans notre chambre, fixant la note qui allait briser mon monde, j'ai réalisé que chaque moment de notre façade de famille parfaite avait été un théâtre soigneusement construit. Le mariage heureux, le père aimant, la petite amie adorable. Tout cela avait été des mensonges élaborés conçus pour cacher une trahison si complète qu'elle allait détruire non seulement mon mariage, mais aussi la première expérience de mon fils avec l'amour et la confiance. La note sur ma commode était brève mais dévastatrice. Britney, je suis désolé que tu aies découvert cela de cette façon, mais Sophia et moi sommes amoureux. Nous commençons une nouvelle vie ensemble. N'essaie pas de nous trouver. Adam. 22 ans de mariage dissous en 3 phrases. Ma façade de famille parfaite n'avait pas seulement craqué. Elle s'était complètement effondrée, révélant la laide vérité qui s'était nichée sous notre belle surface depuis le début. La note s'est froissée dans mes mains tremblantes alors que les pas de Kyle retentissaient dans les escaliers. Je pouvais l'entendre appeler le nom d'Adam, vérifier chaque pièce, sa voix devenant plus désespérée à chaque espace vide qu'il découvrait. Quand il a fait irruption dans notre chambre, son visage était rougi et ses yeux sauvages de panique. « Maman, où est-il ? Son camion n'est pas dans l'allée, mais tout son équipement de travail est toujours dans le garage. » La voix de Kyle s'est brisée alors qu'il contemplait la scène. Mon visage strié de larmes, le placard à moitié vide, la note froissée dans mon poing. Qu'est-ce qui se passe ? J'ai ouvert la bouche pour expliquer, mais aucun mot ne sortait. Comment dire à votre fils de 18 ans que son père et sa petite amie ont détruit votre famille de la manière la plus cruelle qui soit imaginable ? Au lieu de cela, j'ai simplement tenu la note avec des doigts tremblants. Kyle l'a lu une fois, puis 2 fois, son visage passant de la confusion à l'horreur puis à une profonde détresse. « Non » a-t-il murmuré en s'asseyant sur notre lit. « Non, cela ne peut pas être vrai. Sophia ne le ferait pas, papa ne le ferait pas. » Sa voix s'est éteinte alors que les implications le submergeaient. Mais cette matinée dévastatrice était en fait l'aboutissement d'un week-end qui avait déjà brisé le monde de mon fils. 3 jours plus tôt, Kyle était rentré de ce qui aurait dû être une soirée romantique avec Sophia le vendredi soir et s'était retrouvé face au premier véritable chagrin de sa jeune vie. J'étais en train de corriger des papiers dans le salon quand j'ai entendu sa clé dans la porte d'entrée vers 21h30. C'était inhabituel. Ces rendez-vous du vendredi avec Sophia duraient généralement beaucoup plus tard, se terminant souvent par des films tard dans la nuit ou de longues conversations dans notre allée. Quand Kyle est entré, j'ai immédiatement su que quelque chose n'allait pas du tout. Son visage était taché et rouge. Ses yeux enflés par les pleurs, il serrait son téléphone dans une main, fixant l'écran comme s'il contenait une horrible vérité qu'il ne pouvait pas tout à fait accepter. Quand il m'a vu lever les yeux de mes papiers, son sang-froid s'est complètement effondré. « Elle m'a largué », a-t-il dit, sa voix à peine plus qu'un murmure. Par SMS, maman. 6 mois ensemble, et elle ne pouvait même pas le faire en personne. J'ai mis de côté mes papiers et j'ai ouvert mes bras, et Kyle s'est effondré dedans comme quand il était un petit garçon avec des genoux écorchés. Mais ce n'était pas une blessure que des pansements pouvaient guérir. Ses sanglots secouaient tout son corps alors qu'il me montrait le message sur son téléphone. « Mec, j'ai besoin d'espace pour comprendre les choses. Sortir avec quelqu'un me semble trop immature pour là où j'en suis dans ma vie en ce moment. J'espère que tu comprends. S'il te plaît, ne me contacte pas pendant un moment. » La froideur de ces mots m'a fait mal au cœur pour mon fils. C'était la fille qui avait passé des mois à lui dire à quel point il était mature et merveilleux, qui avait loué son intelligence et sa gentillesse à chaque dîner de famille. Maintenant, elle le rejetait comme immature, comme si leur relation entière avait été une sorte d'erreur. Nous nous sommes assis par terre dans la cuisine. Je ne me souviens pas comment nous nous sommes retrouvés là. Pendant que Kyle déversait son chagrin, il remettait en question tout sur lui-même, se demandant s'il n'était pas assez intelligent, assez sophistiqué, ou assez expérimenté pour quelqu'un comme Sophia. Peut-être qu'elle a raison, dit-il à travers ses larmes. Peut-être que je ne suis qu'un gamin par rapport à ses amis de l'université. Je lui ai fait du chocolat chaud, le même réconfort que je préparais pour chaque crise d'enfance. Et nous sommes restés éveillés jusqu'à près de 3 heures du matin pendant que Kyle disséquait chaque moment de leur relation. Il cherchait des signes qu'il avait manqués,
des conversations qui auraient pu laisser présager son mécontentement, des moments où il avait d'une manière ou d'une autre échoué à satisfaire ses attentes. Elle semblait différente cette semaine, admit-il, recroquevillé dans le coin de notre canapé d'angle avec une couverture sur les épaules. Éloigné, comme si son esprit était ailleurs quand nous étions ensemble. Mais quand j'ai demandé si quelque chose n'allait pas, elle a juste dit qu'elle était stressée par les examens de mi-session. Ce qui m'a le plus dérangé pendant cette longue nuit, ce n'était pas seulement la douleur de Kyle, mais la réaction d'Adam à la crise de notre fils. Quand Adam est finalement rentré de sa prétendue session de travail tardive vers minuit, nous trouvant Kyle et moi dans la cuisine avec des mouchoirs et des tasses vides, sa réponse a été choquante peu compatissante. « Nuit difficile ?» demanda-t-il, mais son ton était plus irrité que préoccupé. Quand j'ai expliqué ce qui s'était passé, Adam a haussé les épaules et a dit, « Amour de jeunesse, ces choses arrivent. Il s'en remettra. » Kyle a levé les yeux vers son père avec des yeux blessés. « Papa, je l'aimais vraiment. »« Bien sûr, mon pote, » répondit Adam. Mais il consultait déjà son téléphone, parcourant les messages avec plus d'intérêt qu'il ne montrait à son fils en deuil. « Mais tu as 18 ans. Crois-moi, il y aura plein d'autres filles. » J'ai regardé mon mari sous le choc. Où était le père compatissant qui avait aidé Kyle à traverser toutes les autres crises de sa vie? Où était l'homme qui avait passé des heures à apprendre à notre fils à faire du vélo, à l'aider à faire ses devoirs, et à lui offrir une sagesse douce sur le fait de grandir? Au lieu de cela, Adam semblait presque désireux de rejeter la douleur de Kyle et de déplacer la conversation ailleurs. « Alors, quels sont les projets de Sophia maintenant ?» demanda-t-il, toujours concentré sur son téléphone. « Elle abandonne l'université? Elle retourne chez ses parents? » La question m'a semblé étrange. Pourquoi Adam s'intéresserait-il au projet futur de Sophia alors que son fils était assis juste là, dévasté par son rejet? Kyle ne semblait pas remarquer les priorités étranges de son père, mais quelque chose de froid commençait à grandir dans mon estomac. « Je ne sais pas, » dit Kyle misérablement. Elle a dit qu'elle avait besoin d'espace. Peut-être qu'elle change d'université ou quelque chose comme ça. Adam hocha la tête, mais je perçus quelque chose dans son expression. Pas de sympathie pour Kyle, mais presque du soulagement. Avant que je puisse l'analyser davantage, il a annoncé qu'il allait se coucher et a disparu à l'étage, me laissant réconforter notre fils brisé seul. Les 2 jours suivants ont passé dans un tourbillon de la dépression de Kyle et de ma préoccupation croissante pour le comportement bizarre d'Adam. Pendant que j'essayais de soutenir Kyle dans son premier vrai chagrin, Adam semblait plus intéressé à surveiller son téléphone et à poser des questions désinvoltes sur où se trouvait Sophia. Dimanche soir, j'ai trouvé Adam dans son bureau à domicile, parlant doucement au téléphone. Quand il m'a vu dans l'embrasure de la porte, il a rapidement mis fin à l'appel et a prétendu que c'était un client discutant du programme de travail de lundi. Mais il était presque 22 heures un dimanche. Quel client appellerait pour le travail à cette heure-là? Tout va bien, ai-je demandé, m'asseyant sur la chaise en face de son bureau. Bien, dit-il, mais il ne me regardait pas dans les yeux. J'essaie juste de prendre de l'avance sur les projets de cette semaine. Lundi matin a apporté la découverte paniquée de Kyle que Sophia avait disparu de sa chambre d'étudiant. Sa colocataire lui a dit que Sophia avait emballé ses affaires dimanche soir, ne laissant qu'une brève note au conseiller résidentiel concernant une prise de congé de l'école pour raisons personnelles. Quand Kyle m'a appelé du campus, sa voix était rauque de panique nouvelle. « Maman, et si quelque chose lui était arrivé? Et si elle était en difficulté? Dois-je appeler la police ?» Même en essayant de le calmer, mon esprit tournait à toute vitesse. Le moment était trop fortuit. Sophia disparaissant quelques jours après avoir brisé le cœur de Kyle, quelques heures avant le mystérieux acte de disparition d'Adam lui-même. Mais je ne pouvais pas exprimer ces soupçons à Kyle, pas quand il était déjà brisé. Ce lundi soir, alors que Kyle faisait les 100 pas dans notre salon essayant de décider s'il devait conduire à la ville natale de Sophia pour s'assurer qu'elle allait bien, j'ai observé Adam attentivement. Il était assis dans son fauteuil inclinable, soi-disant en train de lire un magazine de construction, mais j'ai remarqué qu'il ne tournait jamais une page. Son attention était concentrée sur les appels téléphoniques angoissés de Kyle à des amis de Sophia, ses tentatives de la contacter via les médias sociaux, sa désespération croissante de comprendre ce qui s'était passé. Ce qui m'a troublé, c'est qu'Adam n'avait pas l'air inquiet ou compatissant. Il avait l'air calculateur, comme s'il surveillait la situation, recueillait des informations, attendait quelque chose. Maintenant, debout dans notre chambre avec cette note dévastatrice entre les mains, tous ces moments étranges prenaient soudain tout leur sens.
Adam n'avait pas été surpris par le chagrin de Kyle parce qu'il l'avait orchestré. Il ne s'était pas inquiété de la disparition de Sophia parce qu'il l'avait planifiée. Chaque comportement étrange, chaque commentaire dédaigneux, chaque appel téléphonique tard dans la nuit avait fait partie d'une tromperie si cruelle qu'elle défiait la compréhension. Ils ont tout planifié ensemble, a-t-il dit finalement, sa voix creuse. Pendant que je pleurais sa perte, elle planifiait de s'enfuir avec mon père. Le son de l'esprit brisé de mon fils était plus dévastateur que toute douleur que j'ai jamais ressentie. En un week-end, Kyle avait perdu son premier amour, sa foi dans les relations et son père héros. Et j'avais perdu le mari en qui j'avais eu confiance pendant 22 ans et la vie sécurisée que nous avions construite ensemble. Ni l'un ni l'autre ne savaient que ce n'était que le début de notre cauchemar. Dans les 2 mois suivants, qui se sont étirés devant nous comme un cauchemar sans fin, chaque jour apportant une nouvelle humiliation pendant que nous nous accrochions l'un à l'autre pour survivre. Nos routines quotidiennes sont devenues des exercices pour éviter le contact humain. Je me levais à 5 heures du matin pour faire les courses, espérant éviter les voisins qui, autrefois amicaux, me regardaient maintenant avec des yeux suspects. Kyle et moi communiquions par SMS lorsque des journalistes étaient devant notre maison, envoyant des mises à jour sur les itinéraires à travers notre propre quartier. Le téléphone était devenu notre ennemi. Chaque sonnerie me faisait battre le cœur. Était-ce une nouvelle d'Adam? Était-ce le détective Morgan avec des preuves qui prouveraient mon innocence ou scelleraient mon destin? Était-ce un autre journaliste qui voulait une déclaration ou, pire encore, quelqu'un du groupe de haine qui s'était formé en ligne pour discuter de ma prétendue culpabilité? Un appel particulièrement dévastateur est venu de Mike Chin, le partenaire commercial d'Adam, 3 semaines après sa disparition. Brittany, a-t-il dit, sa voix tendue. Je déteste te faire ça, mais le projet Riverside exige des réponses. Il menace de nous poursuivre si Adam ne se présente pas pour la visite finale. J'ai fixé la pile de contrats sur le bureau d'Adam, me sentant dépassé par le langage technique et les obligations légales que je n'avais jamais eu à comprendre auparavant. Tu ne peux pas t'en occuper? Tu es son partenaire. Je suis le gars de la finance, pas l'expert en construction, a expliqué Mike avec des excuses. Adam gérait toujours les relations clients et les aspects techniques. Sans lui ici pour signer les travaux, sa voix s'est éteinte, laissant les implications en suspens. En un mois, 3 contrats majeurs avaient été annulés. Des clients qui avaient autrefois loué le travail d'Adam exigeaient maintenant des remboursements, craignant que leur projet ne soit jamais achevé. L'entreprise qui avait mis 20 ans à être construite s'effondrait en quelques semaines, emportant notre sécurité financière avec elle. Le stress me rongeait littéralement. J'avais perdu 7 kilogrammes sans rien faire. Mes vêtements pendaient sur un cadre qui semblait fragile et cassant. Le sommeil est devenu impossible. Chaque craquement de la maison, chaque portière de voiture qui claquait dans le quartier, chaque bruit inattendu me plongeait en état de panique. Quand je parvenais à m'assoupir, je me réveillais en sueur froide, le cœur battant à cause de cauchemars où des policiers m'emmenaient menotter pendant que Kyle criait après sa mère. Kyle souffrait tout autant. Ses notes, qui avaient toujours été d'excellents à eBay, ont chuté à CD. Les lettres d'acceptation universitaire qui auraient dû apporter la célébration ont plutôt accumulé la poussière sur son bureau, ignoré au milieu du chaos de nos vies détruites. Ses quelques amis restants lui envoyaient des textos occasionnellement, mais leurs parents les avaient clairement avertis de garder leur distance avec notre famille troublée. Nous avons commencé à dîner dans ma chambre, rideau tiré, caché des journalistes qui passaient encore occasionnellement à la recherche d'une histoire. Kyle était assis en tailleur sur le tapis, son assiette posée sur ses genoux. Tous deux trop épuisés pour maintenir les rituels familiaux habituels. « Tu crois qu'il est vraiment mort ?» demanda Kyle un soir, picorant son dîner au micro-ondes sans manger. « Je ne sais pas, chérie, répondis-je, bien que je commençasse à espérer qu'Adam soit mort plutôt que de faire face à l'alternative, qu'il nous avait volontairement abandonnés et nous avait laissé gérer les conséquences de sa disparition. La lettre est arrivée un mardi matin début mars, 2 mois et 1 semaine après la disparition d'Adam. Je vérifiais ma boîte aux lettres à contre-cœur, redoutant la collection habituelle de factures que nous ne pouvions pas payer et d'avis juridiques concernant l'entreprise en difficulté. Mélangée au courrier indésirable se trouvait une enveloppe blanche unie sans adresse de retour. Mais l'écriture sur le devant a fait trembler mes mains immédiatement. C'était l'écriture soignée d'Adam, la même écriture qui avait signé notre certificat de mariage, écrit des mots d'amour pendant nos premières années de mariage, et adressé 22 ans de carte d'anniversaire. Mon nom était écrit encre bleue sur le devant. Madame Brittany Thompson. Je me tenais dans notre allée,
tenant cette enveloppe comme si elle contenait une bombe qui pourrait exploser et finir de détruire ce qui restait de nos vies. Une partie de moi voulait la déchirer sans la lire pour préserver le peu d'espoir qui restait qu'Adam avait été kidnappé ou souffrait d'amnésie ou de toute explication qui n'impliquait pas un abandon délibéré. Mais je devais savoir. Avec des doigts tremblants, j'ai ouvert l'enveloppe et déplié 2 feuilles de papier à bloc. Les premiers mots que j'ai lus auraient dû m'apporter du soulagement. Britney, je suis en vie et en bonne santé. Au lieu de cela, ils m'ont rempli d'une rage si pure et si ardente que j'ai réellement vu des points rouges danser devant mes yeux. Il était vivant. En sécurité. Bien, pendant que Kyle et moi vivions en enfer, pendant que la police me traitait comme une criminelle, pendant que notre communauté se retournait contre nous et que nos vies s'effondraient, Adam était parfaitement bien quelque part d'autre. J'ai continué à lire, et son ton décontracté a tout empiré. Il parlait de sa nouvelle vie en Floride comme s'il envoyait une carte postale de vacances plutôt que d'expliquer pourquoi il avait détruit sa famille. Il décrivait le temps, les belles plages, et à quel point il était rafraîchissant de recommencer quelque part de nouveau. Je sais que c'est difficile à comprendre, écrivait-il. Mais j'étouffais dans notre ancienne vie. Je me sentais piégé par des attentes et des routines qui ne servaient plus ce que je devenais. J'avais besoin de me libérer et de commencer enfin à vivre authentiquement. Vivre authentiquement comme si notre mariage de 22 ans avait été une sorte de performance dont il s'était lassé de maintenir. Comme si Kyle et moi étions des obstacles à sa croissance personnelle plutôt que la famille qu'il avait promis d'aimer et de protéger. Mais le paragraphe qui m'a fait m'effondrer sur le sol de la cuisine était celui sur son âme sœur. Adam écrivait sur la découverte du véritable amour avec quelqu'un qui comprenait ses besoins les plus profonds et le mettait au défi intellectuellement d'une manière qu'il n'avait jamais connue auparavant. Mes jambes ont cédé en lisant le nom Sophia Williams, la petite amie de notre fils. La jeune femme de 19 ans qui s'était assise à notre table, avait complimenté ma cuisine, et avait posé des questions réfléchies sur l'avenir de Kyle. La jeune femme que j'avais accueillie dans notre maison, inquiète quand elle ne mangeait pas assez, et à qui j'avais même acheté des cadeaux de Noël en décembre dernier. Chaque souvenir des 6 derniers mois s'est soudainement réorganisé dans mon esprit. Les questions matures de Sophia sur notre mariage n'étaient pas de la curiosité innocente. C'était de la collecte de renseignements pour Adam. Son intérêt pour ses projets de construction n'était pas une fascination académique. C'était une poursuite romantique. Chaque dîner de famille, chaque trajet en voiture, chaque instant de gentillesse que je lui avais montré faisait partie d'une tromperie élaborée conçue pour détruire le cœur de mon fils et voler mon mari. Je me souvenais de Sophia m'aidant à faire la vaisselle après les dîners de famille, posant des questions personnelles sur ce qui faisait fonctionner notre mariage. « Vous et Monsieur Thompson sembliez si heureux », avait-elle dit un soir, séchant des assiettes pendant que je frottais des casseroles. « Quel est votre secret ?» À l'époque, j'avais été flatté par son intérêt à apprendre les relations saines. Maintenant, je réalisais qu'elle nous étudiait, apprenant les préférences et les vulnérabilités d'Adam pour pouvoir les exploiter. Le détail le plus cruel dans la lettre d'Adam était l'annonce de la grossesse de Sophia. « Nous attendons un bébé en septembre », écrivait-il avec une fierté évidente. Enfin, j'aurai une chance d'être père d'un enfant qui grandira dans une maison remplie d'amour authentique et de respect mutuel. L'implication était claire. Notre maison n'était pas remplie d'amour authentique. Kyle n'avait pas grandi avec un père qui respectait sa famille. Tout ce que j'avais cru de notre mariage et de notre famille était un mensonge dans l'esprit d'Adam. Je me suis assise sur le sol de la cuisine serrant cette lettre tout en faisant des calculs mentaux qui me rendaient malade. Si Sophia devait accoucher en septembre et que nous étions maintenant en mars, elle était tombée enceinte vers Noël. Je me souvenais de cette période des fêtes. Adam avait été particulièrement attentionné, m'apportant des fleurs et suggérant des dîners romantiques, tout en menant une liaison avec la petite amie adolescente de notre fils. Le son de la clé de Kyle dans la porte d'entrée m'a ramené à la réalité. Il était rentré tôt de son travail à temps partiel, probablement parce qu'il ne pouvait pas mieux se concentrer que moi. J'ai entendu son sac à dos tomber par terre et ses pas approcher de la cuisine. « Maman » a-t-il appelé. « Ça va ? Tu as l'air. » Il s'est arrêté en plein milieu de la phrase quand il a vu la lettre dans mes mains et la dévastation sur mon visage. « Tu as tellement grandi ces 2 derniers mois, apprenant à lire mes expressions et mes émotions d'une manière qui me brisait le cœur. » « C'est de papa » demanda-t-il doucement, s'asseyant à côté de moi par terre. J'ai hoché la tête, incapable de parler. Kyle a doucement pris la lettre de mes mains tremblantes et a commencé à lire. J'ai regardé son visage changer à mesure qu'il traitait chaque horrible révélation.
Le soulagement se transformant en confusion. La confusion en trahison. La trahison en pure angoisse. Quand il est arrivé à la partie sur Sofia, Kyle a émis un son que je n'avais jamais entendu auparavant. Un gémissement brisé qui semblait venir du plus profond de son âme. La lettre est tombée par terre alors qu'il enfouissait son visage dans ses mains. Elle ne m'a jamais aimé, a-t-il murmuré à travers ses doigts. Tout était faux. Tout ce que nous avons partagé, tout ce que j'ai ressenti, ce n'était qu'un jeu pour se rapprocher de papa. J'ai pris mon fils dans mes bras pendant qu'il sanglotait avec ce genre de chagrin qui change une personne pour toujours. Kyle ne pleurait pas seulement la perte de son premier amour. Il pleurait la mort de son innocence, sa confiance dans les adultes, et sa foi en la possibilité de connexion humaine authentique. « Ai-je fait quelque chose de mal ?» demanda-t-il à travers ses larmes. « Étais-je un si mauvais petit ami qu'elle ait dû trouver quelqu'un de mieux? Quelqu'un de plus âgé et de plus sophistiqué. »« Non, chérie, dis-je férocement, lui caressant les cheveux pendant que ma propre rage se cristallisait en quelque chose de froid et de dur. Tu n'as rien fait de mal. Ce sont eux qui ont choisi de détruire notre famille. Pendant que je tenais mon fils brisé, j'ai senti quelque chose changer en moi. Le chagrin et le choc qui m'avaient consumé pendant 2 mois se transformaient en détermination. Adam et Sofia pensaient pouvoir détruire nos vies et s'enfuir vers leur nouveau départ parfait. Ils croyaient pouvoir nous laisser, Kyle et moi, ramasser les morceaux pendant qu'ils jouaient à la famille avec leur bonheur volé. Ils avaient tort. Cette seule pensée résonnait dans mon esprit alors que j'aidais Kyle à se lever et le guidais vers le canapé. Pendant qu'il se recroquevillait sous une couverture, épuisé par sa crise émotionnelle, j'ai ramassé la lettre d'Adam sur le sol de la cuisine et l'ai relue. Cette fois, au lieu de la dévastation, j'ai ressenti quelque chose de complètement différent, une fureur froide et calculatrice. Maman. La voix de Kyle venait de pleurer. Que allons-nous faire? J'ai regardé mon fils, ce beau jeune homme dont la confiance avait été brisée par les 2 personnes qui auraient dû le protéger le plus. À ce moment-là, j'ai pris une décision qui allait tout changer. Nous allons les faire payer, ai-je dit calmement. Le lendemain matin, pendant que Kyle était à l'école, essayant de sauver ce qui restait de sa dernière année, j'ai commencé à transformer le bureau à domicile d'Adam en quelque chose qu'il n'aurait jamais pu imaginer, un quartier général dédié à sa destruction. J'ai commencé par rassembler toutes les informations que je pouvais trouver sur leur nouvelle vie. La lettre d'Adam mentionnait la Floride, mais il était vague sur les détails. Cependant, des années de vie avec lui m'avaient appris ses habitudes, ses préférences et ses faiblesses. Adam aimait la plage, mais détestait les foules, préférait les quartiers chics, mais n'était pas tape à accent grave-l'œil avec sa richesse, et choisissait toujours des endroits avec de bons terrains de golf à proximité. En utilisant des compétences dont je n'avais jamais eu besoin en tant que conseillère d'orientation, j'ai appris à naviguer sur les médias sociaux comme une détective numérique. Le compte Instagram de Sofia, qu'elle avait probablement supposé être en sécurité à l'abri de sa vie passée, est devenu ma principale source d'information. Bien qu'elle ait bloqué Kyle et changé son nom d'utilisateur, elle n'avait pas pensé à rendre son compte complètement privé. Ces publications racontaient l'histoire de leur paradis volé. Photos de dîner au coucher du soleil dans des restaurants avec vue sur l'eau, café du matin sur un balcon donnant sur l'océan, et clichés décontractés d'Adam plus détendu et plus heureux que je ne l'avais vu depuis des années. La cruauté décontractée de leur bonheur public pendant que Kyle et moi souffrions des conséquences de leur trahison a alimenté ma détermination. En utilisant des recherches inversées d'images et des outils de suivi de localisation trouvés dans des tutoriels en ligne, j'ai commencé à cartographier leur nouvelle vie. Le restaurant dans les photos de nourriture de Sofia était le Coral Reef Grill à Naples, en Floride. La plage dans leurs photos romantiques au coucher du soleil était Vanderbilt Beach. L'architecture distinctive de style espagnol visible sur leurs photos de balcon a restreint leur quartier à un complexe exclusif en bord de mer. En 2 semaines, j'avais identifié leur adresse exacte grâce au registre foncier. Adam avait acheté un condo en bord de mer de 400 000 $ en utilisant les fonds de notre compte d'épargne conjoint, de l'argent que je pensais réservé aux études universitaires de Kyle et à notre retraite. La trahison a été plus douloureuse en sachant qu'il avait volé notre avenir pour financer sa crise de la quarantaine. J'ai imprimé chaque publication sur les médias sociaux, chaque photo, chaque commentaire désinvolte qui révélait des détails sur leur routine quotidienne. Les murs de l'ancien bureau d'Adam étaient recouverts de tableaux chronologiques retraçant leurs relations, de cartes de leur nouveau quartier, et de copies de documents financiers prouvant son vol. Les amis auraient appelé cela obsessionnel, mais cela ressemblait à de la survie. Pendant ce temps,
j'ai commencé à consulter des avocats pour comprendre mes options juridiques. La première avocate, Patricia Chin, était sympathique mais décourageante. L'adultère est douloureux, mais rarement rentable devant les tribunaux, a-t-elle expliqué lors de notre première consultation. La Floride est un État sans faute pour le divorce, ce qui limite vos options de recours. Le deuxième avocat, James Morrison, était plus utile. Il a expliqué les lois sur l'aliénation d'affection, qui me permettraient de poursuivre Sophia pour avoir délibérément interféré avec mon mariage. C'est une vieille loi, mais elle est toujours valide, a-t-il dit, examinant les preuves que j'avais rassemblées. Si nous pouvons prouver qu'elle a intentionnellement séduit votre mari pour détruire votre mariage, vous pourriez obtenir des dommages et intérêts considérables. Mais c'est la troisième avocate, Sarah Davison, qui m'a donné l'arme dont j'avais besoin pour une justice réelle. Sarah était spécialisée dans la criminalité en col blanc et les affaires de fraude civile. Alors que je lui exposais les preuves financières du vol d'Adam, l'achat de propriétés non autorisées, les fonds commerciaux qu'il avait détournés, les contrats qu'il avait abandonnés, ses yeux se sont illuminés d'un intérêt professionnel. Ce n'est pas juste de l'adultère, a-t-elle dit, étudiant les relevés bancaires et les registres fonciers. C'est une fraude financière systématique. Il a volé des actifs matrimoniaux, abandonné des obligations professionnelles, et vous a laissé responsable de dettes qu'il a créées. Nous pouvons engager des poursuites pénales pour vol et fraude, des poursuites civiles pour dommages et intérêts, et des actions de recouvrement d'actifs qui pourraient les ruiner tous les deux. Plus j'apprenais sur les armes juridiques à ma disposition, plus je me sentais habilité. Alors que le détective Morgan me traitait comme une criminelle, ma propre enquête révélait qu'Adam et Sophia étaient les véritables contrevenants à la loi. En creusant plus profondément dans nos finances, j'ai découvert des trahisons que je n'avais jamais imaginées. Adam avait ouvert des cartes de crédit en mon nom sans que je le sache. Les utilisant pour financer des escapades romantiques et des cadeaux coûteux pour Sophia. Il avait contracté un second prêt hypothécaire sur notre maison, utilisant nos capitaux propres pour constituer son fonds de fuite tout en me laissant responsable des paiements que je ne pouvais pas me permettre. La nature systématique de sa tromperie est devenue claire grâce aux relevés bancaires et aux rapports de crédit. 8 mois avant sa disparition, à peu près au moment où Kyle a ramené Sophia à la maison, Adam avait commencé à déplacer de l'argent, à ouvrir des comptes et à créer l'infrastructure financière pour sa nouvelle vie. Une découverte particulièrement dévastatrice fut une boîte de dépôt de sécurité dont je n'avais jamais eu connaissance. En utilisant mon autorité en tant qu'épouse légale, j'ai obtenu l'accès et les trouvé vides, à l'exception d'un seul document. Un testament qu'Adam avait rédigé mais jamais signé, laissant tout à ma chère Sophia Williams et à nos futurs enfants. Le mépris désinvolte de Kyle et de moi dans ce projet de document a révélé la profondeur de son abandon émotionnel. Mais comprendre les crimes financiers d'Adam n'était qu'une partie de ma stratégie. J'ai aussi commencé à l'étudier psychologiquement, analysant sa personnalité et ses faiblesses pour concevoir une vengeance qui lui ferait le plus de mal. La plus grande vulnérabilité d'Adam était sa fierté. Il avait toujours accordé une grande importance à sa réputation dans la communauté. Son image d'homme d'affaires prospère et de père dévoué. L'humiliation publique d'être exposé comme un voleur et un prédateur le dévasterait plus que toute pénalité financière. J'ai fait des recherches sur le parcours de Sophia avec une assiduité égale. Sa famille aisée en Géorgie, ses liens prestigieux avec l'université, son image soigneusement cultivée de jeune professionnelle prometteuse. Tout cela s'effondrerait si son rôle dans la destruction de notre famille devenait public. La percée est survenue un mardi soir en avril, 3 semaines après le début de mon enquête. En surveillant les comptes de médias sociaux de Sophia, j'ai trouvé quelque chose qui a fait battre mon cœur d'excitation. Une annonce de fiançailles. Adam Thompson et Sophia Williams sont ravis d'annoncer leurs fiançailles et leur prochain mariage à Savannah, en Géorgie. L'article disait, accompagné d'une photo de l'énorme bague de fiançailles de Sophia, achetée sans aucun doute avec l'argent volé du fonds universitaire de Kyle. Mais le vrai cadeau était la date du mariage et les informations sur le lieu. Il prévoyait une cérémonie en juin dans la magnifique chapelle historique de la Savannah Foundation au centre-ville, suivie d'une réception au prestigieux Chatham Club. La famille fortunée de Sophia n'épargnait clairement aucune dépense pour le mariage de société de leur fille. Alors que je fixais cette annonce, tout s'est mis en place. Ce n'était pas seulement leur célébration. C'était mon opportunité de justice parfaite. Ils avaient choisi de rendre leur bonheur volé public, ce qui signifiait que je pouvais rendre leur destruction tout aussi publique. J'ai commencé à rechercher le lieu, les possibilités de liste d'invités, et la couverture médiatique locale qu'un mariage aussi médiatisé attirerait.
Les liens familiaux de Sofia à Savannah signifiaient que les photographes et les journalistes de société documenteraient chaque instant de leur journée spéciale. L'ironie était belle. Ils avaient volé le bonheur de ma famille en secret. Mais ils voulaient célébrer leur amour volé devant tous ceux qui comptaient pour eux. Je leur donnerais l'attention publique qu'ils désiraient, mais pas de la manière dont ils s'y attendaient. Pour la première fois depuis que j'avais trouvé la note d'abandon d'Adam, j'ai souri avec une satisfaction sincère. Leur jour de mariage serait en effet inoubliable, mais pas pour les raisons qu'ils anticipaient. La justice arrivait, et elle serait parfaitement légale, absolument dévastatrice, et complètement publique. Le mariage était prévu pour le samedi 15 juin, ce qui me donnait exactement 6 semaines pour finaliser chaque détail de mon plan. J'ai choisi ma tenue avec le même soin méticuleux. La robe noire que j'ai trouvée chez Nordstrom était élégante, mais sévère, professionnelle, mais indubitablement féroce. Quand je l'ai essayée dans la cabine d'essayage, la vendeuse a commenté qu'elle était parfaite pour les occasions formelles. Si seulement elle savait à quel point cette occasion particulière serait formelle. Le trajet de 4 heures jusqu'à Savannah m'a semblé à la fois interminable et trop court. Mes mains serraient le volant si fort que mes jointures devenaient blanches, et je me suis retrouvé à répéter mon discours à voix haute dans la voiture vide. Chaque mot devait être parfait, chaque phrase calculée pour un impact maximal. J'avais pratiqué devant mon miroir de chambre pendant des semaines, chronométrant chaque section pour m'assurer de pouvoir prononcer la révélation complète avant que la sécurité ne m'escorte dehors. Je m'oppose, ai-je dit à mon reflet dans le rétroviseur alors que je m'arrêtais pour faire le plein juste avant Montgomery. Je m'oppose car le marié est toujours légalement marié à moi, faisant de cette cérémonie un acte de bigamie. Les mots me semblaient puissants sur ma langue, portant le poids de 22 ans de mariage et de mois de trahison systématique. Au moment où je suis arrivé dans le quartier historique de Savannah, je pouvais réciter mon discours entier sans hésitation, chaque révélation dévastatrice se fondant de manière transparente dans la suivante. Je me suis enregistré au Hampton Inn du centre-ville, un hôtel modeste qui semblait approprié pour une femme dont le mari avait volé sa sécurité financière. Dans le miroir de la salle de bain, j'ai appliqué mon maquillage avec une précision chirurgicale, juste assez pour paraître soignée et professionnelle, pas assez pour paraître vaniteuse ou frivole. Il ne s'agissait pas de beauté. Il s'agissait de justice. La chapelle historique de la Savannah Foundation était tout ce que j'attendais du milieu privilégié de Sofia. Colonne d'un blanc immaculé, vitraux qui captaient la lumière du soleil de l'après-midi, et une atmosphère d'argent du vieux sud qui rendait mes origines de classe moyenne évidentes. Les invités du mariage arrivaient déjà dans des voitures chères, des femmes dans des robes de créateurs, et des hommes en costume sur mesure qui coûtaient probablement plus cher que les dépenses mensuelles de Kyle à l'université. Je me suis glissé à l'intérieur pendant le mélange avant la cérémonie, acceptant un programme d'un huissier qui m'a souri poliment et m'a dirigé vers le côté de la mariée. Ironique, considérant que j'étais probablement la seule personne là-bas qui comprenait vraiment quel genre de femme Sofia était. Trouvant une place près du fond, j'ai observé la foule avec l'œil analytique développé pendant des mois d'enquête. La famille de Sofia dominait les premiers rangs, des couples âgés distingués qui se tenaient avec la confiance qui découle de la richesse générationnelle. Sa mère, une femme mince à la posture parfaite et aux perles, s'essuyait les yeux avec un mouchoir en dentelle. Son père, aux cheveux argentés et au visage sévère, consultait sa montre coûteuse à plusieurs reprises. Ces gens n'avaient aucune idée que leur fille était une briseuse de foyer qui avait séduit un homme marié 2 fois plus âgé qu'elle et détruit sa famille dans le processus. Pour eux, Adam était probablement un homme d'affaires prospère qui avait fait tomber leur fille dans ses bras par sa maturité et sa stabilité. Ils n'avaient aucune idée qu'il était un voleur et un abandonneur qui avait laissé son fils adolescent le cœur brisé et sa femme confrontée à une enquête criminelle. La cérémonie a commencé avec de la musique classique qui résonnait magnifiquement dans la chapelle. Les demoiselles d'honneur en robe rose pâle ont descendu l'allée, suivies de ce que je supposais être la sœur cadette de Sofia comme demoiselle d'honneur. Puis vint la mariée elle-même, et je dois admettre qu'elle était magnifique. Sofia portait ce qui était clairement une robe de créateur, des couches de soie et de dentelle qui coûtaient probablement plus cher que les voitures de la plupart des gens. Ses cheveux blonds étaient relevés dans une coiffure élégante qui mettait en valeur son cou gracieux, et son sourire rayonnait de ce genre de joie qui ne devrait provenir que d'un amour pur et honnête. L'ironie me donnait la nausée. Adam se tenait à l'autel, plus beau que je ne l'avais vu depuis des années. Son smoking était parfaitement ajusté, ses cheveux coiffés, son visage rayonnant d'un bonheur qui avait été acheté avec de l'argent volé et construit sur des vies détruites. Quand Sofia l'a atteint, il a pris ses mains avec la même révérence douce qu'il m'avait autrefois montrée le jour de notre mariage. Le pasteur,
un homme âgé aux yeux gentils, qui n'avait clairement aucune idée qu'il était sur le point de célébrer une cérémonie construite sur des mensonges, a commencé le service traditionnel. Chers bien-aimés, nous sommes rassemblés aujourd'hui pour témoigner de l'union d'Adam et Sophia en Saint-G Matrimonium. J'ai écouté les mots familiers avec une anticipation croissante, attendant mon moment. La cérémonie s'est poursuivie avec des lectures, des vœux et des échanges d'anneaux pendant que je restais parfaitement immobile, mon dossier de documents juridiques reposant sur mes genoux comme une arme chargée. Finalement, le pasteur a atteint le moment crucial. Si quelqu'un présent connaît un empêchement légal pour que ces deux-là ne soient pas unis en mariage, qu'il parle maintenant ou se taise à jamais. La chapelle est tombée dans le silence, à l'exception du bruit de ma chaise qui grinçait alors que je me levais. Toutes les têtes se sont tournées vers moi, une confusion se répandant dans la foule alors qu'ils essayaient de placer l'invité inattendu en noir qui perturbait leur cérémonie parfaite. Je m'oppose, ai-je dit clairement, ma voix portant dans la chapelle silencieuse avec l'autorité de la vérité absolue. Le visage de Sophia est devenu pâle sous son maquillage professionnel. Le sourire confiant d'Adam s'est figé, puis s'est effondré alors que la reconnaissance se lisait dans ses yeux. J'ai commencé à marcher vers le devant de la chapelle, mes talons claquant contre le sol en marbre à chaque pas mesuré. Je m'oppose, ai-je poursuivi, car le marié est toujours légalement marié à moi, faisant de cette cérémonie un acte de bigamie selon le droit de l'État de Géorgie. Des halètements ont retenti dans la chapelle. La mère de Sophia a laissé tomber son mouchoir. Son père s'est à moitié levé de son siège, son visage rougi par la confusion et la colère. Je suis arrivé au devant de la chapelle et me suis tourné pour faire face à la foule, parlant avec la même autorité calme que j'avais utilisée pour m'adresser aux réunions du conseil scolaire et aux conférences parents-enseignants. Je m'oppose également car la mariée porte l'enfant de mon mari, conçu alors qu'elle sortait avec mon fils de 18 ans. Le même fils qui est chez lui aujourd'hui, envisageant de mettre fin à ses jours à cause de la trahison de ces deux personnes en qui il avait le plus confiance. Le silence s'est brisé dans le chaos. Les invités du mariage ont commencé à parler en même temps, leur voix montant en choc et en indignation. Sophia a laissé tomber son bouquet, les fleurs coûteuses se dispersant sur les marches de l'autel. Adam s'est avancé vers moi, sa bouche s'ouvrant et se fermant sans bruit. Mesdames et messieurs, ai-je poursuivi, élevant ma voix au-dessus du tumulte. Permettez-moi de me présenter. Je suis Brittany Thompson, la femme d'Adam depuis 22 ans et la mère du fils dont ils ont volé la petite amie. J'ai ouvert mon dossier et j'ai sorti les documents juridiques que j'avais préparés si soigneusement. Adam Thompson, vous recevez une assignation à divorcer, citant adultère, abandon, et fraude financière. Sophia Williams, vous êtes citée en justice pour aliénation d'affection et ingérence intentionnelle dans mon mariage. Adam a enfin retrouvé sa voix. Brittany, tu ne comprends pas. Oh, je comprends parfaitement, les jeux coupés. Je comprends que vous avez volé plus de 200 000 $ de nos comptes conjoints pour financer cette relation. Je comprends que vous avez abandonné des contrats commerciaux, laissant vos clients sans recours. Je comprends que vous avez laissé notre fils croire que sa petite amie l'a largué alors qu'en fait vous l'avez séduite loin de lui. Le père de Sophia s'est levé, son visage rouge de colère. Qu'est-ce que cela signifie? Qui êtes-vous pour perturber le mariage de ma fille? Je suis la femme dont la famille votre fille a détruite pour le sport, ai-je répondu calmement. Pendant que vous planifiez cette cérémonie coûteuse, mon fils est en thérapie pour essayer de comprendre pourquoi son premier amour l'a abandonné. Ce que vous célébrez aujourd'hui est construit sur les ruines de la confiance d'un adolescent et du mariage de 22 ans d'une famille. Le pasteur, visiblement dépassé par la situation, s'est avancé. Peut-être devrions-nous reporter la cérémonie jusqu'à ce que cette affaire puisse être résolue. Il n'y a rien à résoudre, ai-je dit fermement. Ces deux-là vivent ensemble comme un couple non marié alors qu'il est toujours légalement marié à moi. Toute cérémonie effectuée aujourd'hui serait invalide en vertu du droit de l'État. Je me suis retourné vers Adam et Sophia, qui se tenaient figés à l'autel comme des acteurs qui avaient oublié leur réplique. Vous entendrez parler de mes avocats concernant les accusations de fraude criminelle. Vous paierez également une pension alimentaire pour les dommages émotionnels de Kyle et une restitution pour les contrats commerciaux que vous avez abandonnés. Le simple vol financier est passible d'accusations criminelles, ai-je annoncé à la salle. L'abandon des obligations professionnelles a laissé plusieurs familles sans maisons achevées et des entrepreneurs sans paiement. Ce n'est pas seulement de l'adultère, c'est de la fraude systématique. Sur ce, je me suis retourné et j'ai retraversé l'allée, laissant le chaos dans mon sillage. Derrière moi, j'ai pu entendre Sophia pleurer, Adam tenter des explications qui tombaient dans l'oreille d'un sourd,
et des membres de la famille en colère exigeaient des réponses. Alors que j'atteignais les portes de la chapelle, je me suis arrêté et j'ai regardé en arrière la destruction que j'avais causée. Leur journée parfaite était devenue une salle d'audience. Leur célébration joyeuse transformée en jugement public. Pour la première fois depuis des mois, j'ai ressenti une satisfaction sincère. La justice avait été rendue, et elle avait un goût aussi doux que je l'avais imaginé. En me éloignant de la chapelle, mon téléphone a commencé à vibrer sans cesse dans mon sac. Au moment où je suis arrivé à mon hôtel, j'avais 17 appels manqués et des dizaines de messages textes provenant de numéros que je ne reconnaissais pas. Le premier appel auquel j'ai répondu était celui de Channel 7 News, la même chaîne qui avait diffusé des reportages sensationnels sur la mystérieuse disparition d'Adam 3 mois plus tôt. Maintenant, la journaliste Jennifer était essoufflée d'excitation à l'idée d'obtenir une interview exclusive avec la femme qui avait fait s'écraser le mariage le plus commenté de Savannah. Madame Thompson, a-t-elle dit. Nos téléspectateurs ont besoin d'entendre votre version de cette histoire incroyable. Seriez-vous prête à faire une interview en direct ce soir? Pendant des mois, les médias m'avaient traité comme une suspecte criminelle, spéculant sur mon rôle dans la disparition d'Adam et me dépeignant comme instable et potentiellement dangereuse. Maintenant, ils voulaient me donner une plateforme pour dire la vérité. L'ironie était délicieuse. Je ferai l'interview, ai-je dit, mais seulement si vous êtes prête à discuter du vrai crime ici, la fraude financière d'Adam et l'abandon de ses responsabilités familiales. En 2 heures, j'étais assise dans le hall de l'hôtel à faire une interview télévisée en direct qui serait reprise par les chaînes d'information de toute la Géorgie et de la Floride. Jennifer a écouté avec un choc sincère alors que je détaillais le vol systématique d'Adam de nos biens matrimoniaux, sa manipulation de notre fils adolescent, et la séduction calculée de Sophia par un homme marié. Alors, vous dites que votre mari n'a pas disparu, il a volé de l'argent et s'est enfui avec la petite amie de votre fils, demanda Jennifer, son professionnalisme à peine capable de contenir son étonnement. C'est exactement ce que je dis, ai-je répondu calmement. Alors que la police enquêtait sur moi pour violence potentielle, mon mari vivait avec de l'argent volé avec une fille de 19 ans qui avait brisé le cœur de mon fils dans le cadre de leur liaison. L'interview est devenue virale en quelques heures. Les médias sociaux ont explosé de soutien pour Kyle et moi, avec des milliers de commentaires exprimant l'indignation face à la trahison d'Adam et Sophia. Le hashtag Justice for Britney a commencé à être tendance, accompagné de posts louant mon courage à exposer leur tromperie publiquement. Mais le moment le plus doux fut lorsque j'ai appelé Kyle de ma chambre d'hôtel ce soir-là. « Maman » a-t-il dit, et j'ai pu entendre le sourire dans sa voix pour la première fois depuis des mois. Tout le monde a vu les nouvelles. Les gens comprennent enfin ce qui nous est vraiment arrivé. Son soulagement était palpable au téléphone. Pendant des mois, Kyle avait enduré des murmures et des regards suspects de la part de camarades de classe qui pensaient que sa famille était d'une manière ou d'une autre entachée par le scandale. Maintenant, la vérité était connue et l'opinion publique avait complètement basculé en notre faveur. Madame Patterson a appelé, a continué Kyle avec enthousiasme. Elle voulait s'excuser de nous avoir évités et nous inviter au dîner du dimanche. Etage M. Chin de l'ancienne entreprise de construction de papa veut me parler pour un travail d'été. Il a dit, tout fils de votre part doit être un bon gars qui mérite une chance. Les victoires juridiques ont commencé à arriver encore plus vite que je ne l'avais anticipé. Lundi matin, j'ai reçu un appel de Sarah Davison, mon avocate, avec des nouvelles qui m'ont fait vraiment rire à voix haute. L'avocat d'Adam a appelé ce matin pour négocier un règlement, a-t-elle dit, retenant à peine son propre amusement. Apparemment, votre petite performance à la chapelle l'a rendu très désireux de résoudre cela tranquillement. Quel genre de règlement, ai-je demandé, bien que je savais déjà que j'avais toutes les cartes en main. Remboursement intégral des fonds volés, plus des dommages et intérêts pour les pertes commerciales, plus une compensation pour la détresse émotionnelle pour vous et Kyle. Nous parlons de près d'un demi-million de dollars, Britney. Il a également accepté d'invalider le mariage bigame, de renoncer à toute revendication sur les biens matrimoniaux, et d'assumer la responsabilité de la pension alimentaire. Les accusations de bigamie avaient créé un chaos juridique pour Adam et Sophia qui allait bien au-delà de leur embarras. Leur mariage était légalement annulé, ce qui signifiait qu'ils devraient rendre des milliers de dollars de cadeaux à des membres de la famille humiliés. Le club de campagne exclusif qui avait organisé leur réception exigeait un dédommagement pour les dommages causés à leur réputation. La famille de Sophia menaçait de la couper financièrement à moins qu'elle ne rompe sa relation avec l'homme qui les avait fait devenir la risée de la société de Savannah. Plus satisfaisant fut d'apprendre l'enquête criminelle qui avait été déclenchée par mes accusations publiques.
Le bureau d'investigation de Géorgie examinait désormais les pratiques commerciales d'Adam, ses déclarations fiscales, et son abandon des contrats de construction. Sa licence d'entrepreneur avait été suspendue en attendant l'issue de multiples accusations de fraude. Il ne travaillera plus jamais dans la construction, a expliqué Sarah lors d'une de nos réunions. La responsabilité professionnelle seule a détruit sa réputation dans l'industrie. Même s'il évite la prison, il fait face à des années de poursuites civiles de la part de clients dont il a abandonné les projets. Les résultats des tests de paternité, lorsqu'ils sont arrivés 2 semaines plus tard, ont confirmé ce que nous savions tous. Le bébé de Sophia était bien celui d'Adam. Le tribunal lui a ordonné de payer une pension alimentaire, mais plus important encore, cela a documenté légalement son adultère et a fourni des preuves supplémentaires pour notre affaire de fraude. Pendant ce temps, chez nous, l'attitude de notre communauté envers Kyle et moi s'était complètement transformée. Les mêmes voisins qui traversaient la rue pour m'éviter m'apportaient maintenant des casseroles et proposaient de m'aider pour le travail de jardinage. Notre boîte aux lettres s'est remplie de cartes de membres de l'Église exprimant leur soutien et leurs excuses pour avoir douté de nous. La validation la plus significative est venue lorsque le pasteur Williams m'a demandé de parler lors d'un service du dimanche spécial sur le pardon et la justice. Debout à la même chaire où Adam et moi avions été cités en exemple de mariage chrétien, j'ai partagé notre histoire de trahison et de rétablissement. Parfois, ai-je dit à la congrégation, tourner l'autre joue signifie s'assurer que les coupables assument les conséquences de leurs actes. Le vrai pardon ne nécessite pas de permettre un préjudice continu. L'ovation debout qui a suivi a ressemblé à un baptême, lavant des mois de honte et de suspicion. Le parcours de guérison de Kyle est devenu ma plus grande source de fierté. Il étudiait en double licence en ingénierie et en psychologie, voulant comprendre comment les choses fonctionnaient, à la fois les machines et les gens. Son choix de psychologie comme spécialisation avait parfaitement du sens. Kyle avait vécu le genre de traumatisme familial que de nombreux thérapeutes ne lisent que dans les manuels. Son expérience vécue, combinée à son empathie naturelle et à son intelligence, ferait de lui un conseiller extraordinaire un jour. Mais ce qui m'a le plus touché, c'est d'entendre parler de sa première relation sérieuse depuis Sophia. Emma Chin était étudiante en 2e année d'éducation et d'après les descriptions de Kyle, elle était tout ce que Sophia avait prétendu être. Gentille, authentique et intéressée par Kyle pour ce qu'il était vraiment plutôt que pour ce qu'il pouvait fournir. Elle sait tout ce qui s'est passé, m'a dit Kyle lors d'un de nos appels, j'avais peur de lui parler de papa et Sophia, mais elle s'est contentée d'écouter puis a dit que cela expliquait pourquoi j'étais si mature pour mon âge. Elle a dit qu'avoir vécu quelque chose comme ça et pouvoir encore faire confiance aux gens démontrait une vraie force. La sagesse dans la réponse d'Emma m'a fait verser des larmes. Elle comprenait que le traumatisme pouvait créer de la profondeur et de la résilience plutôt que de simples dommages. Kyle avait trouvé quelqu'un qui appréciait l'homme qu'il était devenu en survivant à la trahison de son père. « Es-tu heureuse, chérie ?» ai-je demandé lors d'une de nos conversations de Noël. « Oui, maman » a-t-il dit, et j'ai pu entendre le sourire dans sa voix. Pour la première fois depuis que tout ce cauchemar a commencé, je suis vraiment enthousiaste pour l'avenir, et je suis reconnaissante que tu te sois battue pour nous. Me voir te tenir tête à papa et à Sophia m'a appris que laisser les gens te marcher dessus n'est pas de la gentillesse, c'est de l'encouragement. La croissance personnelle que j'avais vécue était peut-être le don le plus inattendu de notre épreuve. J'avais toujours été trop confiante, assumant le meilleur chez les gens et ignorant les signaux d'alarme par loyauté ou par espoir. Maintenant, je possédais une capacité presque surnaturelle à détecter quand quelqu'un était manipulateur ou malhonnête. Lors d'un dîner communautaire, j'ai observé Sandra Williams, une nouvelle membre, travailler la salle avec le même charme calculé que j'avais vu Sophia utiliser sur notre famille. Elle posait des questions personnelles et sondantes, complimentait les gens de manière excessive, et semblait particulièrement intéressée par le veuf fortuné, Monsieur Patterson. « Fais attention avec celle-là » ai-je discrètement averti Madame Henderson. Elle chasse, elle ne socialise pas. 2 mois plus tard, Sandra a été surprise en train de voler dans la collecte de l'église et d'essayer de manipuler Monsieur Patterson pour qu'il modifie son testament. Mes instincts avaient été corrects, et plusieurs membres de la congrégation m'ont remercié pour l'avertissement. Cette nouvelle capacité à repérer les comportements prédateurs m'a amené à devenir une défenseur officieuse des autres conjoints trahis de notre communauté. Le bouche à oreille s'est répandu, disant que je pouvais aider les gens à naviguer dans les défis juridiques et émotionnels de l'infidélité et de l'abandon. Mon salon est devenu un groupe de soutien informel où les femmes partageaient leurs histoires et apprenaient des expériences des autres. « Tu m'as sauvé la vie », m'a dit Margaret Foster après que je l'ai aidée à documenter l'infidélité financière de son mari avant de demander le divorce.
Sans tes conseils, j'aurais tout perdu. En travaillant avec des avocats locaux, j'ai contribué à informer les gens sur les lois relatives à l'aliénation d'affection, les stratégies de protection des actifs, et les techniques de documentation qui pourraient empêcher la dévastation qu'Adam avait infligée à notre famille. La connaissance était vraiment le pouvoir, et j'étais déterminé à armer d'autres victimes avec les outils dont elles avaient besoin pour riposter. Mais peut-être que mon travail de plaidoyer le plus important impliquait de parler publiquement des relations inappropriées à l'âge et des comportements de dévoiement. Trop de parents manquaient les signaux d'alarme que j'avais ignorés quand Adam avait commencé à poursuivre Sophia. Lors des réunions PTA et des forums communautaires, j'ai partagé notre histoire pour aider à protéger d'autres familles de destruction similaires. Les prédateurs ne ressemblent pas toujours à des monstres, ai-je expliqué à un auditorium bondé de parents inquiets. Parfois, ils ressemblent à votre mari, votre ami, ou le père de votre enfant. Ils obtiennent l'accès par la confiance et la familiarité, puis exploitent cet accès pour détruire des familles. Les conséquences à long terme pour Adam et Sophia ont continué à se dérouler d'une manière qui a prouvé que la justice pouvait être à la fois rapide et durable. Les mises à jour nous parvenaient par l'intermédiaire de connaissances communes et des médias sociaux, peignant le tableau de deux personnes dont le moment de passion égoïste leur avait coûté des décennies de conséquences. La carrière de construction d'Adam était définitivement détruite. Les accusations de fraude criminelle avaient entraîné une mise à l'épreuve, des services communautaires et une exigence de payer des réparations aux clients abandonnés. Sa licence d'entrepreneur avait été révoquée, et sa réputation dans l'industrie était si endommagée qu'il ne pouvait pas trouver de travail, même comme ouvrier journalier. La famille de Sophia les avait effectivement coupés financièrement, dégoûtés par le scandale qu'elle avait apporté à leur nom. Son éducation universitaire était restée inachevée, ses perspectives de carrière limitées par son association avec l'affaire de fraude. L'histoire d'amour passionné qui semblait valoir la peine de détruire notre famille s'est avérée incapable de survivre au stress des conséquences du monde réel. J'ai entendu dire qu'ils travaillent tous les deux dans un magasin de meubles à prix réduit à Jacksonville, m'a dit Kyle lors d'un de nos appels, son ton factuel plutôt que vindicatif. Apparemment, leur relation est assez difficile. Il se trouve que la passion bâtie sur la trahison des autres ne constitue pas une base stable. La paix que j'ai ressentie en apprenant cette nouvelle n'était pas liée à la vengeance. C'était une question de responsabilité. Adam et Sophia avaient fait des choix qui avaient dévasté des innocents, et ils faisaient face aux conséquences naturelles de ces choix. Pendant ce temps, Kyle et moi avions reconstruit nos vies sur une base de vérité, de résilience et d'amour authentique. Alors que je m'asseyais dans ma cuisine rénovée, le 2e anniversaire de l'abandon d'Adam, j'ai réfléchi à la façon dont nos vies avaient complètement été transformées. La femme qui s'était autrefois définie par son mariage à un homme qui ne l'avait jamais vraiment valorisée était devenue quelqu'un qui connaissait sa propre valeur indépendamment de toute relation. Kyle s'épanouissait à l'université, tissant des relations saines basées sur le respect mutuel plutôt que sur la manipulation. J'aidais d'autres familles à naviguer dans les traumatismes et à reconstruire leur vie. Notre maison était devenue un sanctuaire de paix authentique plutôt qu'une façade cachant la dysfonction. Certaines trahisons sont si complètes qu'elles dépouillent toutes les illusions et vous forcent à reconstruire à partir de zéro. En détruisant notre famille, Adam et Sophia nous avaient involontairement donné le plus beau cadeau, la chance de créer quelque chose d'authentique, de fort et de beau à partir des cendres de leur tromperie. La vérité, il s'est avéré, était le fondement d'un bonheur durable. 5 ans plus tard, je me tenais dans le public de la cérémonie de remise des diplômes de Georgia Tech, regardant Kyle traverser la scène pour recevoir son double diplôme en ingénierie et en psychologie. Le jeune homme qui recevait son diplôme ne ressemblait guère à l'adolescent au cœur brisé qui avait autrefois sangloté sur le sol de notre cuisine. Ses épaules étaient droites, son sourire sincère, et quand il m'a repéré dans la foule, il a fait un petit signe de la main qui m'a serré le cœur. À mes côtés, Emma m'a serré la main avec enthousiasme. Ils étaient fiancés depuis 6 mois maintenant, et je n'aurais pas pu choisir une meilleure belle-fille si j'avais dû la choisir moi-même. Après l'obtention du diplôme, Kyle commencerait son master en thérapie familiale, tandis qu'Emma commencerait sa carrière d'enseignante. Ils avaient trouvé un petit appartement près du campus, leur premier foyer ensemble construit sur l'honnêteté et le respect mutuel. Il va être un thérapeute incroyable, a murmuré Emma pendant que Kyle descendait de scène. Il a cette façon de faire que les gens se sentent compris. J'ai hoché la tête, pensant au groupe de soutien que Kyle avait lancé sur le campus pour les étudiants issus de familles divorcées. Son expérience vécue de la trahison et du rétablissement avait déjà aidé des dizaines de jeunes à naviguer dans leur propre traumatisme familial. Plus tard ce soir-là, lors du dîner de remise des diplômes de Kyle, il a levé son verre pour porter un toast.
À maman, a-t-il dit, sa voix ferme et forte, qui m'a appris que survivre à la pire chose qui puisse vous arriver ne fait pas de vous une victime. Cela fait de vous une guerrière. Alors que je regardais autour de la table ces belles personnes qui étaient devenues ma famille choisie, j'ai réalisé que la trahison d'Adam avait été un cadeau tordu. En détruisant notre ancienne vie, il nous avait forcés à construire quelque chose d'authentique et d'incassable. Certaines histoires ne se terminent pas par le pardon ou la réconciliation. Parfois, elles se terminent par quelque chose de mieux. La connaissance que vous avez survécu, prospéré, et utilisé votre douleur pour protéger les autres de dévastations similaires. La vérité, il s'est avéré, était le fondement de notre bonheur durable. Si cette histoire de trahison, de justice et de guérison vous a touché le cœur, j'aimerais beaucoup vous connaître. Quel a été votre moment préféré? Le courage de Britney au mariage, ou la transformation incroyable de Kyle? S'il vous plaît, aimez cette vidéo si elle vous a ému, et abonnez-vous pour plus d'histoires vraies puissantes de survie et de triomphe. Votre soutien signifie tout.